C'est ici que tout a commencé. Là où ils ne pouvaient pas mettre l'eau dans des tuyaux, ni des péages au compteur. Tiens, tu vois en face là-bas, il y a un petit chemin. Ouais. C'est celui-là pour là-bas. Oh oh. Bon, voilà, Tu t'es pars déjà du mort. lac. Tu pars du lac, là. J'avais rêvé ce lieu inaccessible, trop loin, trop haut, à l'abri sur le toit du monde. Mais aucun château d'eau n'est imprenable, quand en bas, l'homme la réclame. D'où qu'elle vienne, où qu'elle aille, nous n'aurons jamais d'autre choix que le partage, puisqu'elle va où elle veut. Et c'est là-haut que j'ai compris comment elle pouvait être indispensable. Parce que si c'est bien des sommets qu'elle coule, c'est là aussi qu'elle ne s'arrête jamais. Il m'aurait pourtant suffi de regarder pour comprendre. La montagne était pleine d'eau, mais s'offrait à nous comme un grand désert. Et j'étais bien trop occupé à gravir les échelons de ma propre gloire pour consentir à entendre un quelconque message. Il a fallu que l'appel soit probant pour m'arrêter dans cette course folle que je menais loin d'ici en toute futilité. J'ai hérité de mon grand-père une cabane au milieu des cieux, d'un vieux chien et d'un jardin trop sec. Et je dois apprendre à mes enfants à garder les yeux ouverts sur notre monde, où tout va de travers. S'il fait beau, on va au chemin le plus court. S'il fait pas beau, on va au chemin le plus long. J'ai envie de choper une sauterelle. Quand ils s'en vont, les anciens nous laissent la lourde tâche de pérenniser leur monde avec quelques adages. Mais, comme il paraît bien morne ce monde, alors privé d'eux. Dans ce vide que laisse leur absence, bien souvent, les souvenirs de leurs mots, trépidants conseils ou simples avertissements, nous reviennent et grandissent jusqu'à devenir trop lourds de sens. Ces bavardages, dont de leur vivant on ne percevait que le ressassement et la jérémiade, après qu'ils soient partis, jaillissent comme les idées les plus exemplaires qui nous aient été données d'entendre.
regrette d'avoir manqué d'esprit pour l'écouter. Notre monde serait certainement plus sage si on n'attendait pas que les anciens soient partis pour adopter leur devise. Il me disait comme un avertissement qu'il était le dernier gardien des eaux sauvages qui nourrissaient le monde et que je serais un jour, à mon tour, chargé de les défendre si j'espérais transmettre à mes fils un peu mieux que des regrets de ne pas l'avoir fait. Je croyais qu'il inventait cette histoire pour me distraire, comme on narre aux enfants un conte fantastique dont on se fait le héros. Mais il prenait cette affaire très au sérieux, au point de se fâcher quand je lui reprochais d'exagérer un peu. Il disait qu'ici, l'eau avait façonné le pays, qu'il ne serait pas le même si les hommes n'avaient pas appris à gérer ces flux et construit des canaux. Qu'il faudrait veiller à préserver ces ouvrages précieux parce que l'eau des montagnes serait toujours trop capricieuse. Elle pouvait cruellement manquer ou brutalement se mettre à déborder. Un canal d'irrigation ne faisait qu'emprunter un peu d'eau à la rivière pour l'amener plus loin arroser quelques terres. Quoi qu'on en dise, cela ne changeait pas grand-chose au débit. Il restait toujours bien assez d'eau dans les lits des rivières pour noyer les âmes des imprudents et contraindre les hommes à s'adapter à ces sauvageries. Tels des gaillards filant droit à travers les prés, les canaux sont de simples tranchées apportant l'eau précieuse à des terres assoiffées, en flux calme et régulier. Un moindre mal pour le bien de la communauté puisque cette eau déviée est finalement rendue à la rivière quelques kilomètres plus loin, où les hommes ne sont plus. Avant de revenir ici, je pensais naïvement qu'on menait les bêtes à l'alpage pour leur offrir le bonheur d'une escapade ou leur refaire une bonne santé. Pensée enjolive, transposition de mon propre désir, c'est que j'avais au fond la nostalgie des hauteurs. Évidemment, quand on se satisfait de goulûment paître, on a finalement peu de chance d'élever sa pensée au-dessus de la moyenne du troupeau. À moins que cela ne finisse par vous rendre cher. Mais revenons à nos moutons.
Ils ne sont effectivement pas là par simple complaisance, mais pour libérer quelques espaces de culture plus bas, autour des villages où la pente est moins raide. Oh, il ne s'agit pas de grande culture, juste d'un peu de fourrage pour les bêtes et de l'essentiel pour passer l'hiver. Difficile d'en demander plus à ces terres malmenées par l'altitude et la froidure. Ici, les hommes ont appris depuis bien longtemps à museler leurs quelques prétentions et développer un bon sens à la hauteur des contraintes que leur impose leur montagne, où il ne pleut jamais quand il faut. Et quelque paradoxal que cela paraisse, leur travail pour se défendre contre l'eau est au moins égal au travail qui consiste à s'en procurer. J'essaye d'imaginer le nombre de fois où ces gestes ont été répétés. Ouvrir une péra, lancer les tanches et arroser. Des milliers de fois, plus peut-être. Depuis tant de siècles qu'ici on utilise les canaux pour irriguer, on n'a jamais rien inventé de mieux que ces tranchées creusées par nos ancêtres, courant sur des kilomètres et des kilomètres de terrain avide d'eau, qui l'aspirent par simple phénomène de gravité pour transformer ce qui était des friches en îlots de verdure où règne maintenant la vie végétale. Je voudrais que mes enfants prennent conscience de la valeur de cet héritage, pour qu'ils ne deviennent pas, comme je l'étais, des consommateurs asservis aux habitudes faciles, qui rendent les hommes feignants et les plongent dans la routine d'un petit confort que bien trop souvent ils finissent par considérer comme un dû. Et pire, qu'ils sombrent dans le culte de l'ignorance à force de tout obtenir, tout cuit, tout prêt, tout beau, tout propre, tout neuf. Papa, on arrose quoi d'autre sinon? Tu peux arroser les poireaux, mon petit loup. Oh, tu sais, tu peux arroser tout ce que tu veux parce que c'est tout sec. Là où l'eau va, là où l'homme l'amène, de la Salle les Alpes à Saint-Chaffray, dans le bassin versant de la Guisane, je vois partout pousser l'harmonie. Et même si je ne cultive pas l'idéal d'adopter un mode de vie acerbe où il faudrait tous les jours trimer, pour autant, j'ai envie de réapprendre le goût de l'effort et de m'ancrer dans cette réalité. Je rêve de douces senteurs, de couleurs et de sonorités charmantes que fait la nature au jardin, de paisibles balades. Je veux simplement continuer d'entretenir ce petit bout de monde miniature qui m'a été confié, qui me ressemble et où je me sens bien. Et vivre en harmonie, avec le ciel et la terre, avec l'eau à portée de main. S'il n'y avait plus d'eau, on ferait comment? S'il n'y avait plus d'eau, on jouerait un désert, sans rien. Et on serait bien embêtés qu'il n'y aurait plus de vie. La vie va disparaître s'il n'y aurait plus d'eau. Ça arrivera un jour, mais de très 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 longtemps. Avant qu'il n'y aura plus d'eau, on sera déjà mort. Mais c'est pas notre problème. T'es pas sympa, toi. Dès qu'on est mort, c'est plus notre problème qu'il n'y ait plus d'eau. Puis si t'as des enfants, ou les enfants d'Arthur, Pas un problème. c'est pas un problème, tu t'en fous des autres. Oh, je suis mort, qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais si c'est un peu de notre faute, si les autres peuvent pas vivre. Ce sera jamais notre faute. C'est jamais de la faute de personne, alors la terre elle est polluée, c'est de la faute de personne. Un jour il y aura plus d'eau, ce sera de la faute de personne. Ça sera la faute de tout le monde, vu que tout le monde a bu. Ah bah voilà. On Est-ce a- que vous croyez qu'on a un rôle, nous, à jouer, ou bien on la laisse couler comme ça et on n'en parle plus? Il y en a quand même assez. Et quand les glaciers fondent, ça fait de l'eau. Ou quand il pleut, quand ça pleut beaucoup. Donc l'eau elle se stocke dans les montagnes et après elle redescend dans la mer, quoi. Mais entre-temps il y a plein de gens qui s'en servent. Toute la planète. Si ça, là, en arrivant en bas, il y a des gens, ils vont pas vraiment être bien contents. Si on prend toute l'eau avant qu'elle arrive en bas, il n'y en a plus. Ou si tu pisses dedans, elle est sale. Bah ouais. Je pisserai pas dedans, moi. Donc il faut qu'elle soit propre tout le long, il faut que tout le monde puisse s'en servir. Puis il faut que tout le monde en ait.
Autrement, si tout le monde s'y met, on peut la Le glacier, elle est laver. propre. Il faut pas détruire les glaciers. Ben non. Donc il ne faut pas gâcher l'eau. Et voilà. Ce qu'il faisait râler, le grand-père, ce n'est pas cette forme d'égoïsme qu'ont tous les gosses. Les enfants ont le privilège de ne pas être encore assez pessimistes pour imaginer le pire et de se préoccuper des turpitudes que nous cause la sombre vision de notre avenir commun. Mais les adultes, eux, bon sang. Non, ce qui le désespérait au plus haut point, c'était de voir partir les glaciers en lambeaux et entendre ces cris d'alerte résonner dans le vide. Alors, il se battait sur un autre front, qui lui paraissait tout autant gigantesque, mais pour lequel on n'invoquait pas si vite la fatalité. Il avait rallié ses amis et la communauté, et luttait avec eux pour que le droit à l'eau d'irrigation ne soit pas spolié, réduit au marchandage, alors qu'ici, l'eau était d'une évidente nécessité. Jusqu'alors, les montagnards bénéficiaient de l'eau d'irrigation à volonté, moyennant une cotisation annuelle, somme toute raisonnable, des quantités prélevées. Cette contribution financière pouvait être allégée s'ils participaient à la traditionnelle corvée du printemps. Mais les règles changeaient. Sous l'égide d'une Europe préoccupée par l'avenir, les États membres étaient priés d'atteindre en 15 ans un bon état écologique de leurs ressources en eau. Dans ces actions menées en réponse, la France imposait la mesure des quantités d'eau allouées à l'irrigation. Et pour cela, il serait ordonné d'installer des compteurs d'eau sur tous les canaux. Indubitablement, le grand-père craignait que cela ouvre une brèche d'accès au lobby financier. Les montagnards allaient être surtaxés et les associations qui gèrent les canaux mises sous pression. Et ça le révoltait parce qu'il ne voyait rien d'altruiste ni de circonspect dans ces directives où l'eau serait considérée comme une marchandise, alors qu'ici, depuis des siècles, elle avait valeur de bien communautaire. Au moment de la corvée du canal, quand on mettra les petits papiers là, on mettra qu'il y a un pique-nique après. Et en même temps, ça stimulera en tout cas la population et les arrosants de participer davantage à la corvée, parce que cette année, c'est quelque peu maigre. Hein, ouais, c'est un peu léger. Alors on est combien Tu l'as vu? Habituellement, nous sommes une trentaine, voire 35, et cette année, sur Briançon, nous sommes que 16. Oui, donc on a divisé quasiment par 2, et ça, c'est déplorable, quoi. Hein. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'affichage n'est pas étranger à une meilleure fréquentation en tout cas. Donc, moi j'avais mis une affiche, mais c'était couvert par le front de gauche. Bonjour. Mais c'est le vent. Tu fais la corvée, mais ça te ramène des feuilles, les branches qui cassent des arbres, ça t'a remet autant dans le canal. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours se dépêcher. Une fois la corvée finie, il faut mettre Arnaud derrière. Et comme ça au moins, ça va se coller sur des grilles, mais on est moins emmerdé. Ça se... Voilà. Ouais. Il faut qu'il y ait l'eau aux alentours entre le 1er et le 5 mai. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher leur plan à la fois au marché et qu'il leur faut de l'eau pour pouvoir arroser leur plantation. Et ça, c'est indispensable. Et puis, ces nouvelles directives qui lui paraissaient injustes le mettaient en colère. « Un canal n'est pas un tuyau de distribution », répétait-il en boucle. « Il absorbe les crues et les eaux de ruissellement. »
Entre un compteur installé à l'entrée d'un canal et celui à son exutoire, les volumes d'eau prélevés ne pouvaient pas correspondre au volume d'eau utilisé. Comment allait-on comptabiliser la quantité d'eau qui rechargeait la nappe phréatique et servait l'environnement ? Que son eau traverse les mers par tanker pour aller abreuver l'Espagne ou d'autres contrées, pourquoi pas ? Mais dans ce cas, que l'on partage les coûts et la responsabilité de sa gestion en amont. L'hiver finissait toujours par revenir, obligeant le grand-père à quitter ses sommets et l'apaiser un peu. C'est à cette saison qu'on lui rendait visite. On venait skier. Lui se reposait enfin des lourds et fastidieux labeurs d'été, alors que nous entrions en joyeuse effervescence. Pour ceux qui vivent en bas dans les plaines et dans les grandes villes, l'eau est à l'image même de la montagne, une source de pureté. Nous tous qui sommes nés du bon côté de la planète la consommons allègrement sans se préoccuper des quantités. Mais pour combien d'entre nous, avoir soif a-t-il encore du sens ? Il y avait là, à pouvoir satisfaire ces touristes assoiffés de plaisir, une véritable opportunité dont les montagnards se sont emparés. Bien sûr, depuis le pays avait changé. On peut discuter du bien fondé d'un tel développement qui modifie les habitudes et la vie des montagnes, mais il était nécessaire de relancer l'économie locale pour s'adapter à notre société en pleine mutation. Et quoi qu'on en dise, par jalousie ou par crainte, ce développement n'est pas accompagné de pollution ou de gaspillage d'eau en amont. Conscients de leurs responsabilités, les montagnards se font un point d'honneur à livrer l'eau sous toutes ses formes en quantité et qualité. Il faudrait quoi de plus pour satisfaire les gens d'en bas dans leur grande vallée ? Que ceux d'en haut continuent de capter, de canaliser et de stocker l'eau, mais s'en privent ? Combien de consommateurs d'en bas se souviennent au moins d'où elle vient ? Combien en prennent soin ? Oscillant tortueux dans le flot écumeux, roulant pente rapide, j'aime ta voix limpide. Roule, roule toujours, gargouille, ton glou-glou tous les jours, gargouille. Sur ton roc Briançon, tu ne devrais plus être si ta grave chanson venait à dire... Bonjour monsieur, il va jusqu'où le canal? Il va jusqu'à Briançon, c'est long, hein? Ouais. Bon, tu es en vacances? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais toute la journée? On jardine. Oh, Mais... ben c'est bien, dit. Ouais, mais ça pousse pas bien. Pourquoi? Parce que vous arrosez tout le temps. Ah oui, Par c'est contre, vrai. vous avez de la chance. Ah oui, oui. J'ai le canal qui passe là, et puis mon jardin est juste là à côté.
Tu vois, je pompe et comme ça l'eau elle leur monte et je peux arroser comme il faut. Mes fèves, tout ça, elles sont jolies mes fèves. Hein. Tu sais, le canal, il ne sert pas juste pour arroser les légumes. Hein. Avant, les gens ils s'en servaient pour faire tourner des moulins, pour faire de la farine, pour faire une scierie aussi. Et moi, j'ai fait un moulin, j'ai de faire voir. On va le mettre en place. Hein. On va le chercher. D'accord. Il suffit parfois d'une rencontre pour éclairer le chemin sur lequel on se croit perdu et en révéler l'issue. Peut-être devrions-nous rendre visite à l'histoire et entendre ce qu'elle nous chuchote à point nommé pour apaiser ces conflits entre l'aval et l'amont qui agitent nos esprits et remuent nos colères dans ce dilemme de partage de l'eau. Il y a plus de 700 ans, les hommes construisaient ici des canaux pour faire tourner les moulins et cultiver la terre. Parcelle par parcelle, le réseau s'est allongé, portant l'eau à ceux qui en avaient l'usage et la nécessité. Peut-être le monter un tout petit peu. Il faudrait le caler un tout petit peu. Oui, il y a une caillasse, c'est pour ça. Et voilà. Ça y est, t'as vu? Puis, ça marche. On a recensé l'existence de 323 canaux en Briançonnais au XIXe siècle. Ce qui a permis à l'irrigation de prendre son véritable essor ne sont ni les inventions industrielles ni les révolutions techniques, mais la négociation du droit d'eau. Un droit revendiqué et défini dans une charte de liberté. C'était en 1343, le 29 mai exactement, à la signature de la charte des Escartons. Un moment étrangement républicain avant l'heure. Le seigneur Humbert II, dauphin de Viennois, concédait à l'émancipation de ces communautés en octroyant à sa population un statut politique et fiscal autonome. Quatre siècles avant la Révolution. Le droit d'eau, une affaire politique, de droit public, de droit privé, et qu'il faut négocier, encore et toujours, pour faire progresser les communautés. Voilà où l'histoire nous ramène. Allez, bienvenue des feux. On taille à la mer. Cours. Ah ouais, là, il s'est mis en mode cargo. Cargo rapide. Les montagnards vont devoir sérieusement plancher sur leur argumentaire pour que les nouvelles lois sur l'eau restent adaptées à leurs contraintes et leurs obligations. Et si insoupçonnée soit-elle pour beaucoup, la valeur patrimoniale des canaux, j'en ai bien peur, ne suffira pas à convaincre les institutions. Ces canaux auront eu beau traverser les siècles et survivre à ciel ouvert, embusés par-ci, cabossés par-là, accrochés malgré tout au flanc des montagnes, meurtris par notre fièvre d'urbanisme, mais encore bien là sur leur tracé d'origine, ces vieux canaux feront difficilement contrepoids dans un système bien averti de l'enjeu du XXIe siècle, qui, avec stratégie, prépare sa course à l'or blanc, que les canaux distribuent si généreusement. Il va falloir nous remettre en marche, dans les pas du grand-père et de nos ancêtres, et repartir à la conquête d'un droit d'eau qui change de camp. Relever la tête
mettre nos poings dans nos poches et avancer en regardant loin devant vers l'avenir que nous préparons à nos enfants. S'armer de ce bon sens qui semble tant faire défaut aux décideurs des hauts rangs et les inviter à considérer notre système d'irrigation comme une exception. Pourquoi pas même leur suggérer d'en suivre l'exemplaire performance et de les inciter à relancer de grands travaux pour construire de nouveaux canaux? Non, je ne rêve pas. En bonne intelligence, cela permettrait de faire de grandes économies d'eau. Parce que là où il n'y a pas de canal, on consomme celle du réseau d'eau potable pour arroser, remplir les piscines, faire de petits travaux ou de grands nettoyages. Quel dommage! Les Briançonnais économisent 40 000 mètres cubes d'eau potable par an depuis que le canal Gaillard qui traverse la ville, de mai à octobre, réalimente ses gargouilles. Certes, cette belle initiative était motivée par la volonté de mettre en valeur ce patrimoine historique, Vauban ayant lui-même instauré ce système dans ses œuvres de fortification de la cité. Mais ce qui a permis la concrétisation de ce projet, c'est une histoire d'hommes avant tout. Des élus d'un côté, des arrosants de l'autre, qui ont su se rencontrer, décider et agir ensemble. Elle est là, la véritable force des montagnards, notifiée dans les livres d'histoire comme un secret accessible à qui sait le voir, révélant comment un peuple a su gagner des libertés au sein même de l'asservissement du monde féodal. Pour défendre la terre de nos aïeux si chers, chantons donc haut l'air crâne, ce chant si beau qui plane. Alors voilà la marque qui nous autorise à prendre l'eau au canal Gaillard. Le secret est que jamais un seul seigneur n'a réussi à faire taire l'esprit de concertation et l'énergie solidaire de ces montagnards qui, par l'union de leurs forces, savaient vaincre l'austérité de leurs montagnes. Il y a, dans la directive cadre européenne sur l'eau, un alinéa qui ne peut pas être contourné et qui veut encourager la participation de tous les acteurs concernés par sa gestion. Personne, donc, ne peut évincer les montagnards des prises de décision. S'ils s'unissent, encore une fois, avant d'arriver à la table des concertations, j'ai l'espoir qu'ils éclairent les délibérations de leur flamme communautaire pour nous aider tous à refondre les bases d'une gestion de l'eau durable et équitable comme ils ont toujours su le faire.